Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne du Foot US de A à Z pour les prospects. Et oui, c'est le dernier avec Ryan cette année. Bon, dernier sur les prospects, bien sûr, il viendra nous revoir entre-temps, peut-être, ou après la draft, on verra. On va déjà le laisser souffler après tranquillement, parce que là, c'est la dernière ligne droite. Tout de suite, déjà, Ryan, comment tu vas? Et encore, merci à toi d'avoir accepté les invitations cette année. Franchement, c'est top. Donc, merci à toi. Bah écoute, merci à vous, merci de m'avoir invité. Et dernière ligne droite là, fatigué. Ça y est, on commence à tirer un petit peu la langue là, Ouais. commence à avoir les cernes. Alors forcément, WrestleMania n'a pas aidé, hein. Ça me permet de bosser un peu de nuit, mais ça aide pas forcément. Mais au moins ça prépare un petit peu pour Ouais, le live draft TTP. ça te met dans le rythme. Oui, parce que les seuls à le faire donc en live les 3 jours, c'est la team TTP. Oui, ils sont toujours en direct les 3 jours de la draft. Et vous pourrez les suivre sur Twitch en direct. Donc n'hésitez pas à venir leur donner de la force. Plaisanter, il y aura des bonnes barres de rire aussi par moment donné, donc et puis des bonnes angoisses quand il y aura des pics qui seront envoyés. Tu Mais m'étonnes. ça, mais ça fait partie de la vie et en tant que fan, parce qu'on réagit aussi en tant que fan par moment quand c'est notre franchise, on se dit qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait. Même moi qui suis à Kansas City, qu'on draft plutôt bien ces dernières années, j'ai dit oh là 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 là. Bref, mais ça fait Ah, partie. moi franchement, je te dis là, avec Washington, je commence à me faire dessus là un petit peu parce que je vois des noms qu'on fait venir en visite. Autant il y en a certains, je suis très hypé, autant il y en a d'autres, je me dis oh putain, franchement sur toute la liste, j'espère que c'est pas ce mec-là qu'on va prendre. Moi, je dis des fois, quand je vois certains noms, ça pue. Hein. Même à Kansas City, si c'est lui au premier tour, ça pue, les gars. Hein. Donc bon, bref. Alors l'instant promo tout de suite avant de lancer l'épisode avec Ryan. Donc vous pouvez le suivre sur Ryan Scoot sur Twitter, sur X du moins. Et n'hésitez pas donc à suivre les fiches prospects là. Donc ça y va, mais ça envoie chaque jour. Il y a 2 fiches par jour, même peut-être plus maintenant. Voilà, les dernières fiches qui sont apparues, c'était hier. Donc Matthew Golden, Michael Williams, Mike Green, voilà, Tetra Tledge, Luther Burden, Kyle Kinnard, voilà, que des joueurs qui risquent d'être draftés aussi peut-être dans les 50 premiers sur certains. Donc voilà, il y a vraiment il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas à aller lire les articles ou vous faites comme moi, vous prenez le téléphone, vous les mettez en vocal et ça vous décrit tout l'article en complet. Et il n'y a rien de plus facile. Et moi, je passe mon temps maintenant avec ça. J'ai rattrapé quasiment tout mon retard. Donc maintenant, il va falloir que je refollow parce que je mets même une petite note et que je refollow tout sur Twitter avec certains commentaires que je pourrais demander à Ryan et puis à Val. Donc voilà, j'ai tout noté et quand j'aurai 5 minutes, je prendrai le temps, même après la draft, ça permettra d'étendre les débats encore un peu plus longtemps. Ryan, donc pour ce dernier épisode, on a fait les O-line, on a fait les D-line, on a fait tout ça et maintenant on s'attaque au poste de linebacker qui est le on va dire sous-côté, mais moi j'aime pas dire sous-côté parce que pour moi le linebacker c'est quand même le joueur, l'un des joueurs le plus important défensivement aussi, lui qui analyse et qui donne souvent les ordres et qui donne les indications sur le terrain et tout. Donc ça reste un poste essentiel. Il est dévalué par rapport à certains postes à la draft, mais ça reste quand même un poste essentiel. Et moi en tant que fan de Kansas City, vous me connaissez. Aujourd'hui, j'aurais du mal à me passer d'un mec comme Nick Bolton qui est, on va dire, l'intelligence au niveau de nos linebackers et qui rappelle toujours tout le monde et qui place toujours tout le monde avant le snap et qui donne les indications. Donc, c'est plutôt important d'avoir un mec qui sait de quoi il parle. Donc, dont le poste de Ouais, c'est linebacker. clair. C'est clair, c'est clair. Pour le coup, c'est un truc qui s'est perdu avec le temps. J'ai pas trop de raisons, tu vois, j'ai pas le pourquoi du comment. En fait, les linebackers, au fil des ans, se sont retrouvés autant dévalués, mais comme tu l'as dit, pour moi, c'est essentiel. Et généralement, tu le vois, hein, les équipes qui vont loin en playoff, c'est souvent des équipes qui ont un corps de linebacker vraiment de top niveau, ou en tout cas un Mike linebacker, donc un middle linebacker vraiment efficace. Et c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on retrouve chaque année. Avec vous, il y a justement Nick Bolton. L'année dernière, les Eagles avaient un Zach Bone qui Exactement. marchait sur l'eau. Tu regardes les Ravens, à chaque fois on parle d'eux en playoff, au milieu de leur défense, ils ont un Roquan Smith. Tu sais, justement, Mais tu as toujours
Dis-moi, je t'ai coupé. J'allais dire, les 49ers sont Fred Warner, voilà, il y en a plein, et c'est tous des top joueurs de la ligue en plus, hein, c'est tous des top C'est joueurs. ça. Et en fait, vraiment, je pense que ce qui a fait que ce poste est dévalué, c'est que petit à petit, tu vois, la NFL s'est un petit peu plus tournée vers les attaques aériennes. Donc, tu cherches des joueurs capables d'impacter en fait cette défense, cette attaque aérienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des postes stars comme les edge rushers ou les cornerbacks, tu vois. Mais pour autant, le poste de linebacker est vraiment important, et tu l'as dit. Donc en fait, c'est des noms qui, même s'ils sont dévalués, il faut garder un œil sur eux parce qu'il y a des bonnes affaires à faire à la draft, et que c'est pas rare de trouver des mecs qui, après 1 an ou 2 de développement, terminent titulaires au niveau du 3e jour. Et justement, les top linebackers, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, c'est très rare d'en voir sortir au premier tour, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et sur la classe de linebacker, toi, j'en avais discuté en off, tout le monde dit qu'elle n'était pas fournie. Toi, tu n'es pas de cet avis, Non. tu dis plutôt même on peut faire des affaires 3, 4e tour. Oui, il n'y a pas des top linebackers comme on peut voir de temps en temps, mais on a des linebackers quand même qui sont très intéressants sur les tours d'après, quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi, pour te dire, alors malheureusement, j'ai pas pu en scout autant que j'aurais aimé, mais j'avais une bonne liste, allez, d'une vingtaine de joueurs, facile, entre 20 et 25 joueurs que vraiment j'aurais aimé faire. Et comme je te dis, ouais, ça partira peut-être pas au premier, ni au deuxième, ni au troisième, mais en fait, à partir du 3e jour, je pense vraiment que, encore une fois, tu as des très belles affaires à aller chercher. Tu vois, tu as des joueurs qui vont vraiment pouvoir être utiles à ta défense. Maintenant, on est à une ère où, tu le sais, Joe, il faut tout de suite, tout dans la minute. On le ressent sur plein d'aspects, sur plein de formats de sport qui veulent changer pour essayer de raccourcir les périodes, parce qu'on est, voilà, on est à une ère où en fait les gens veulent tout de suite. Et en fait, le poste de linebacker, comme pour le poste de tight end par exemple, ça marche pas comme ça. Il y a des trop grosses différences en fait entre les défenses qui sont jouées en college football et en NFL. Donc, tu as très souvent au minimum 1 an de développement avant de vraiment commencer à voir la personne prendre des snaps régulièrement, tu vois. Et malheureusement, j'ai l'impression que souvent les gens ont du mal à l'intégrer, ça. C'est-à-dire que voilà, si le mec est pas titulaire sur son année rookie, c'est que c'est une merde. Non, pas forcément, tu vois. Je prends l'exemple merde. Le linebacker de Tulane que je kiffais, qui est parti aux Bills, Williams, je crois. Je crois que c'était où. Je sais pas, je vais vérifier pendant l'épisode. Mais tu vois, c'était un de mes linebackers préférés. Bah, il a dû patienter 1 an sur la touche avant de commencer à vraiment commencer à avoir du temps de jeu. Et encore, il a commencé à avoir du temps de jeu aussi parce qu'il y a eu la blessure de Matt Milano. Sinon, le mec serait resté encore sur le banc, tu vois. Et aujourd'hui, les Bills commencent vraiment à le faire jouer. Il prend de plus en plus de temps de jeu. T'as un mec comme Sirvoke à Dennis l'année dernière que j'adorais, qui venait de Pittsburgh, si je te dis pas de conneries. Pareil, il y a eu une période d'adaptation où en fait, il commence à voir le terrain que maintenant. Diane Henley aux Chargers, c'est pareil, tu vois. Donc, Dorian Williams, c'est pas ça? Voilà, c'est ça, Dorian Williams. Dorian Williams, j'avais plus son prénom. Mais donc, tu vois, moi, c'est des mecs que l'année dernière, j'avais très très haut, mais même comme ça, en fait, les mecs ont dû aller s'asseoir 1 an sur le bench pour apprendre les jeux, pour se développer encore un petit peu. Et maintenant, on voit que ça y est, ces mecs-là, ils commencent à prendre vraiment du temps de jeu, quoi. C'est là que l'âge rentre en compte aussi. Si t'es pas en week 1, t'es prêt. Les NFL les franchises, je veux dire, vont te faire chuter et vont te faire voilà. Et là, comme tu dis, ils n'ont pas le temps d'attendre. Et du coup, dont l'intérêt de se présenter quand t'es linebacker, même si t'es pas prêt tout à fait, bah, te présenter peut-être à la draft le plus jeune possible pour pouvoir être dans un roster un peu après. Parce que dès que tu as 24, 25 ans, le train peut vite passer, quoi. Si t'es pas performant de suite. C'est le problème. Ok, très bien. Allez, jingle transition et on rentre tout de suite. On présente 5 linebackers. On y va, let's go. Et c'est parti, on envoie tout de suite, on va du côté de Buffalo. C'était pas fait exprès, on a parlé des Bills. Mais là, c'est l'équipe de college football. On va directement à Buffalo pour parler de Sean Dolac. Donc, il est senior, 23 ans.
C'est un mec qui a fait pas mal de stats. Il a joué donc ses 5 saisons à Buffalo. C'est vraiment, moi j'ai mis surprise parce que ça peut être une surprise à un moment donné dans la bonne surprise, on va dire. Il sera drafté pas tout de suite, mais ça peut être une bonne surprise parce qu'il a quand même des chiffres sur ces 5 années en college football qui sont vraiment intéressantes. Ouais, c'est hyper productif au niveau universitaire. Maintenant, Sean Dollack, si vous en entendez pas parler, moi je trouve que c'est dommage. En fait, c'est dommage alors je sais pas si c'est les officiels de la NFL, je sais pas qui gère en fait les invitations au combine, qui gère les invitations au Senior Bowl, ce genre de rassemblement de joueurs. Mais je trouve vraiment que ouais, c'est dommage pour Sean Dollack parce on parle quand même d'un linebacker qui, sur sa carrière universitaire, a toujours produit. Il a toujours fait partie du top niveau en termes statistiques. Et il a vraiment des qualités. Et justement, en fait, pour ces gars-là qui sortent de fac peut-être moins réputés que d'autres, c'est compliqué en fait d'avoir de la visibilité. C'est souvent sur ces événements-là de fin de saison, ces rassemblements, donc le Senior Bowl, le Shrine Bowl, ou même le Combine, qu'en fait tu peux parfois te montrer en fait aux yeux du grand public. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, on a un joueur qui a de vraies qualités, mais qui paye un petit peu, malheureusement, qui paye de choses sur lesquelles il n'a pas forcément d'impact. Je m'explique. Première chose avec Sean Dollack qui pourrait expliquer sa chute, ou en tout cas le fait qu'on n'en parle pas, c'est que déjà il est undersize. Il est petit pour la position, il est assez léger. Et forcément, déjà pour beaucoup, ça le rend inintéressant. On sait qu'on est dans une ère où avoir un physique énorme, avoir un gabarit hors norme tout de suite, ça fait que les gens cliquent sur toi, les gens veulent te voir parce qu'ils se disent putain, le mec c'est un extraterrestre. Dollack, il est de l'autre côté de la pièce. Puisqu'il est un petit peu petit, un petit peu léger, déjà il y a un désintérêt automatique de la plupart des gens parce qu'ils se disent le mec il est pas taillé pour jouer en NFL à cette position-là. Chose que je rappelle, je trouve dommage, étant donné qu'on a pu le voir année après année sur ce poste de linebacker. C'est peut-être un des postes avec celui de running back où le physique importe pas tant que ça, parce que il y a d'autres choses en fait qui peuvent te mettre en avant dans tes qualités autres que ton physique et purement ton gabarit. Ensuite, il y a les capacités athlétiques, c'est-à-dire que Sean Dollack, il est dans la moyenne haute. Tu vois, moi je le considère être un bel athlète, c'est correct, c'est solide, il a ce qu'il faut en fait pour jouer en NFL. Mais encore une fois, il n'y a rien de transcendant. Il n'a pas une explosivité incroyable. Il n'a pas une vitesse de fou. Il n'a pas une détente sèche exceptionnelle. On ne l'a pas vu attraper des O-line et les pancakes juste grâce à sa force. Donc en fait, encore une fois, le mec globalement est bon. Comme je t'ai dit, pour moi, je le vois dans la moyenne haute. Il ne fera pas tâche en fait sur un terrain NFL. Pour autant, il ne brille pas par ses capacités athlétiques. Donc encore une fois, tu as le physique, donc le gabarit. Tu as les capacités athlétiques assez moyennes. Ça fait déjà 2 points dans la NFL moderne qui viennent impacter en fait sa valeur parce que les gens recherchent justement des extraterrestres aussi bien en termes de gabarit qu'en termes de capacité physique. Et j'ai vu que tu avais enlevé ton mute, Joe. Tu voulais me demander quelque chose? Non, mais ce que je disais, moi, est-ce que c'est pas le plus important dans ces postes-là à avoir? On le voit bien, tu rencontres des running backs de plus en plus costauds. Voilà, je prends le cas ultime à Derrick Henry qui est monstrueux. Mais en fait, en tant que linebacker, on leur demande pas non plus de le mettre, ce qu'on demande à un linebacker. Pour moi, c'est avoir la vision des choses et c'est d'avoir cette technique de plaquage. Tu peux démontrer à un mec que tu es beaucoup plus fort que lui, mais si tu as la bonne technique de plaquage, le mec, tu vas l'arrêter quand même. Donc, je me dis c'est où le ralentir, et après, tu as ton autre collègue qui va venir t'aider à le saquer, quoi, on va dire. Et je me dis, c'est bien plus important d'avoir un linebacker qui rentre la tête, on va dire, et comme tu dis que souvent, il bave, et que le mec, il réfléchit pas. À ce poste-là, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Moi, je préfère avoir un mec assez technique, un mec qui même si ils ont leurs défauts et leurs qualités, mais j'aime plus les joueurs comme ça où ils vont avoir une technique de plaquage beaucoup plus importante que certains qui vont, mais qui vont l'épaule en avant ou la tête en premier pour plaquer, alors que lui, il sait que s'il va l'épaule en avant, il va s'éclater, quoi. Donc, par contre, s'il va à une bonne technique de plaquage, tu peux être n'importe quel running back, n'importe quel gars, s'il a la bonne technique et qu'il plaque au niveau des jambes,
bah, le mec, l'autre, il a beau faire 50 kilos de plus, il arrivera à le coucher quand même, quoi. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois que sur ses stats, le mec est hyper productif. Et en plus, il est hyper productif sur plusieurs lignes de stats différentes. C'est pas seulement une machine à plaquer. On voit que tu as des interceptions, tu as des sacs, tu as des passes défendues, tu as des fumbles. Donc en fait, le mec sait ce qu'il fait. Moi, je te dis, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Maintenant, pour rester sur les trucs qui lui ont fait perdre de la valeur, donc voilà, tu as son gabarit, tu as ses capacités athlétiques. Comme je l'ai dit en introduction, le fait qu'il joue dans une petite fac et une conférence qui est relativement faible, ça ajoute encore au désintérêt de pas mal de monde. Tu le sais, hein, sans faire offense à la MAC, entre la MAC et la SEC ou la Big Ten, tu as un monde d'écart. Si le mec avait fait ces stats-là en Big Ten ou en SEC, tu sais très bien qu'on ne parlerait pas de lui avec avec la même hype, tu vois. Là, il a fait ça à Buffalo. S'il avait fait ça à Alabama, le mec, ça serait limite un first rounder. Donc, t'as toujours ce petit truc-là. Après, bien sûr, on peut encore faire dire ce qu'on veut au stats, hein. Pourquoi ce mec-là, il joue à Buffalo et pas à Alabama? Bah, justement, parce qu'il a des capacités athlétiques qui sont pas extra et qu'il a un gabarit qui est pas extra non plus. Mais donc, en fait, tu vois, tu ajoutes à chaque fois des couches de désintérêt. On l'a dit en introduction, tu joues aussi au poste de linebacker et t'es pas un edge rusher, t'es pas un linebacker, tu sais, t'es pas un outside linebacker, pass rusher. Tu es vraiment un linebacker un peu plus off-ball, donc tu as aussi la position value qui ajoute à ce désintérêt-là, tu vois. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre contre Sean Dolac, sur lesquelles lui, bah, malheureusement, il n'y peut rien, tu vois. Tu as Buffalo qui lui a proposé un scholarship, tu vas jouer pour Buffalo, mon gars, tu suis ton rêve. Son gabarit, bah écoute, lui, tu lui demandes, il aurait aimé naître avec le physique de Wembanyama et aller jouer en NBA peut-être, tu vois. Mais bah, il n'a pas le choix, c'est son corps, c'est ses capacités athlétiques, c'est son école. Bah écoute, lui, il a fait ce qu'il a pu. Ce qu'on demande généralement à ces gars-là des petites écoles, c'est de surdominer parce que justement, tu es face à une opposition assez relativement faible. Bah là, pour le coup, lui, il l'a fait. Alors maintenant, attention, je ne vous dis pas que Sean Dolac, c'est un joueur extraordinaire. Il y a aussi des choses à travailler. Je pense notamment déjà à son footwork. Même si j'ai pu voir une progression entre son année donc 2023-2024 et 2024-2025, il y a son footwork, et en particulier sur ses prises de zone, où à mon sens, il pourrait s'améliorer. Et je trouve qu'il perd beaucoup de temps parfois en tournant ses épaules sur la durée du drop. C'est-à-dire qu'en fait, quand il part en drop, il ne fait pas comme les cornerbacks à partir sur un backpedal ou quoi. Il tourne vraiment ses épaules et il fait un petit peu du pas chassé. Je trouve qu'il perd pas mal de temps et qu'il pourrait vraiment s'améliorer là-dessus. Mais encore une fois, ça, c'est du travail technique qui pourra améliorer largement à NFL avec un coaching staff de niveau NFL. On n'y pense pas toujours, mais effectivement, dans ces petites facs, tu n'as pas forcément toujours un coaching staff qui est excellent et qui te prépare aussi à la NFL avec ce qu'on te demande en NFL comme dans d'autres gros programmes. Autre chose qui me dérange un petit peu pour un linebacker comme lui, malgré toute sa productivité, ses poursuites, où parfois je le trouve un peu trop attentiste avant de se mettre à courir à 100%. Je pense que s'il fait ça, c'est pour un petit peu, comment dire, jauger son effort et être capable en fait d'être sur le terrain tout le temps, tu vois, de pas se cramer trop vite. Mais en fait, il y a plein de fois où je trouve qu'il aurait pu poursuivre plus rapidement, plus vite, tu vois. De la même manière, j'ai pu voir quelques erreurs de tracking de hanche. Alors, le tracking de hanche, c'est souvent Val qui parle de ça avec ses receveurs quand on dit traquer la balle en l'air. C'est un petit peu la même chose avec les linebackers. Le tracking de hanche, c'est en fait euh, repérer la bonne hanche à suivre sur le porteur de balle, donc soit la hanche intérieure, soit la hanche extérieure, et ensuite décider de ton angle de poursuite par rapport à ça pour arriver en fait de manière optimale et pas arriver légèrement trop tard ou légèrement trop tôt ou en te trompant de hanche, c'est-à-dire viser la hanche extérieure alors que le mec court au niveau de la ligne de touche, forcément, ça va te mener en over poursuite. C'est-à-dire que le mec peut te mettre un petit cut, un petit juke move à l'intérieur. Et en fait, vu que tu as choisi la mauvaise hanche, bah, tu te fais avoir. Pour un linebacker un petit peu inside, généralement, tu essayes de traquer la hanche à l'intérieur et de pousser le joueur sur la touche. Donc, j'ai pu voir quelques erreurs là-dessus qui, justement, l'emmènent en over poursuite. Et donc, un plaquage manqué. Là, le dernier que j'ai vu, c'était vraiment donc sur son année 2023-2024. Buffalo a joué contre Wisconsin. Et en fait, à un moment, tu as Tanner Mordecai qui sort, qui roll à l'extérieur, il se trompe de hanche. Et en fait, Mordecai, il a humilié justement, il lui a mis un petit juke move et tu vois Dolak se croûter par terre comme une vieille chaussette, tu vois. Mais donc, il y a encore des choses à améliorer, effectivement, techniquement. Maintenant, je l'ai dit, donc on est face à un linebacker qui est ultra productif au niveau universitaire à tous les niveaux, comme je vous l'ai dit, plaquage, inter, sac, fumble.
Moi, je trouve qu'il a une lecture qui reste de très bon niveau. Je trouve qu'il y va assez vite et assez bien. Il est très discipliné, parfois même un peu trop pour son propre bien. C'est-à-dire que malheureusement, avec les gars qu'il avait autour de lui, lui avait beau faire son taf, s'il ferme son gap de responsabilité, mais que le safety date pour venir fermer à l'extérieur, bah ouais, ça te mène à des courses de 80 yards où forcément tu vas dire, ah bah putain, le linebacker, il est où? Bah, le truc, c'est que le linebacker, de base, lui, il a fait son taf. Si tu le mets à côté dans un effectif NFL avec un autre mec à côté de lui qui fera son taf, bah, peut-être qu'en fait, là, il aurait récupéré un plaquage. Donc, je trouve qu'il a une bonne lecture. C'est un joueur qui est assez intelligent. Je le trouve prometteur sur ses prises de zone. Il drop assez rapidement et il se replace assez vite face au jeu pour garder les yeux sur le QB et profiter des erreurs qu'il pourrait faire. Par exemple, on l'a souvent vu couper les lignes de passe courtes en sautant, justement, grâce à une bonne détente sèche pour un athlète qui n'est pas extraordinaire, où justement, il va chercher ce que disent les Américains, il va snatch l'interception, c'est-à-dire il va vraiment la voler alors que la balle, elle est en l'air. Donc j'aime bien, je trouve qu'il est assez prometteur malgré justement ces petites erreurs de footwork qui pourraient encore le faire progresser. Et comme tu l'as dit, Joe, je trouve que Dola, finalement, il a une très bonne technique de plaquage. Généralement, s'il engage le joueur correctement, il y a très peu de ratés. J'en ai vu quelques-uns où voilà, il a manqué, comme je te dis, c'est plus des problèmes d'angle de poursuite, où il jauge un petit peu mal la hanche, où il jauge un petit peu mal sa vitesse, et en fait, du coup, il va se retrouver un petit peu trop tard ou un petit peu trop en avance. C'est souvent là-dessus qu'il rate ses plaquages, mais quand il arrive correctement, il y a très peu de ratés. Ok, c'est complet sur Sean Dolac. Toi, allez, s'il est drafté, tu l'annonces quoi? 5, 6, 7? Ouais, je pense vraiment, troisième jour, parce que comme je t'ai dit, il y a plein de choses qui font chuter sa valeur. J'en ai pas parlé, il y a aussi son âge. Il a 23 ans, il va avoir 24 en septembre. Donc, ce sera juste avant le début de saison, ouais, même c'est au début de saison de la NFL, donc il aura 24 ans. Si, comme on le disait, il a besoin d'une année de développement, tu parles d'un joueur de 25 ans, je pense que ça va encore impacter un peu sa valeur. Donc ouais, actuellement, il souffre énormément du manque de visibilité. Je pense que les effectifs NFL, elles oseront le pari. Tu vois, la draft, elles vont peut-être pas le laisser chuter en undrafted free agent. Je te dis une connerie, mais justement, tu as ce pipeline de Buffalo ou les Bills. Je pense que ça pourrait être un move à faire, tu vois, assez tard, le troisième jour, s'ils voient qu'il chute, à aller chercher peut-être au sixième. Maintenant, voilà, il y a plein de choses qui jouent contre lui. Pour autant, je pense vraiment que s'il tombe dans le bon environnement, il y a moyen d'avoir un joueur vraiment extra. Pas extraordinaire, extra dans le sens très bon joueur de foot, tu vois, vraiment très solide titulaire. Maintenant, il y a aussi des choses qui jouent contre lui qui peuvent nous dire que voilà, le mec qui va se faire drafter et finalement il fera une bonne carrière de special teamer. C'est possible aussi, tu vois, mais je trouve ça dommage. Je pense qu'avec une hype un peu plus intéressante, ça incite un peu moins les GM, tu vois, à prendre un joueur et à te dire c'est un special teamer. Tu vois, ça t'incite un petit peu plus à le mettre sur le terrain et à voir ce qu'il vaut. Donc à voir. Moi, je sais que Dolac, en tout cas, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est le genre de joueur que j'apprécie et qu'en fait, tu veux avoir dans ton effectif, ne serait-ce que pour faire de la special team. Écoute, s'il n'arrive pas à se mettre au niveau de la NFL, ça peut arriver. On en a vu plein. Donc à voir. Mais ouais, je pense vraiment troisième jour et je pense même que il y a beaucoup d'autres noms qui vont passer devant lui qui sont pas aussi talentueux, mais qui, comme je te l'ai dit, profitent d'une meilleure couverture médiatique pour X ou Y raison. Leur équipe, leur conférence, leur physique, leur capacité athlétique. Et donc, je pense vraiment que Dolac va glisser assez tard, même dans le troisième jour, et que ça peut être une très bonne pioche pour l'équipe qui va aller le chercher. Ok, très bien. Donc voilà, vous avez les infos sur Sean Dolac. Voilà, le joueur qu'on n'a pas le plus entendu, comme dit Ryan, mais à surveiller. On va passer au joueur suivant. On va direction Georgia, la conférence sec, la Samayoche dure. On y va tout de suite et on va parler de Jalen Walker, donc 21 ans. Lui, par contre, il est très jeune. Il a fait pas mal de stats, mais c'est un joueur encore où il y a des débats quand même. Il y a des débats sur lui et je te laisse en parler, Ryan, parce que les joueurs de Georgia, il y en a deux où il y aura des débats cette année quand même. Mais lui en fait partie aussi. À voir, quoi. À voir. Je te laisse en parler. T'as écrit qualité projet, c'est vrai.
S'il y a des débats, en fait, c'est pas tant sur la valeur du joueur, mais plus sur son profil. Contrairement aux autres linebackers dont je vais parler aujourd'hui, là, on est plus sur un linebacker typé edge rusher. J'aurais très bien pu le glisser dans les edge, mais justement, je voulais vraiment en parler en tant que linebacker parce que justement, tu as ce côté hybride où il est capable de faire les deux. Dans une moindre mesure, en fait, son profil se rapproche énormément de ce que tu peux faire avec un Abdul Carter. C'est-à-dire le balader un peu à droite, à gauche, le faire rusher, même en position d'inside linebacker. Lui, contrairement à Dolak dont on vient de parler, bah, il remplit justement les autres critères, c'est-à-dire qu'il est jeune et qu'il joue littéralement dans la conférence la plus suivie, je pense, du college football et dans une équipe qui envoie chaque année des joueurs par pelleté en NFL. Et du coup, en fait, même si en termes de gabarit, c'est pas extraordinaire pour le profil qu'il a, c'est-à-dire que pour le profil qu'il a, il est assez petit, bah en fait, ça passe. Ça passe et on lui pardonne parce que justement, il est jeune et qu'il joue dans une conférence où il a eu face à lui des mecs de gabarit NFL et qu'il a été capable de produire. Jalen Walker, tout ce qui va pouvoir en fait décider de est-ce qu'il va réussir ou non en NFL, ça va être l'équipe dans laquelle il va tomber et comment tu vas le développer. Comme je te dis, le problème avec ces profils d'hybride, c'est que toutes les équipes ne peuvent pas aller le chercher. Je pense que si tu prends Jalen Walker pour le faire jouer sur un front 4 en tant que DN classique, il va pêcher sur pas mal d'aspects de son jeu. Là, faut bien mettre en avant que ses qualités, c'est comme souvent avec les joueurs de Georgia, c'est des capacités athlétiques assez importantes. Le joueur est hyper explosif, il est vachement agile, il est assez fluide dans ses déplacements, mais il est encore assez brut. Il y a encore pas mal de choses à développer, que ce soit sur sa palette de pass rush, que ce soit plus sur ses qualités de off-ball linebacker, donc un petit peu plus sur le run support, sur le run stop, sur ses angles de poursuite. Mais tu as un joueur qui est capable en fait de jouer à plusieurs postes, qui est capable de jouer sur plusieurs fronts, qui est capable de jouer dans plusieurs packages, aussi bien sur du package pour défendre de la course que pour défendre de la passe. Walker, en fait, tu peux l'aligner en tant que edge rusher, lui demander de dropper en zone. Il sera capable de le faire aussi bien qu'un linebacker classique. Tu peux le faire partir à l'intérieur en tant qu'inside linebacker et le faire blitzer. Et en fait, ça te rajoute vraiment un vrai rusher, limite un vrai D-line de métier pour pouvoir rusher de l'intérieur. Tu peux aussi l'aligner à l'intérieur comme les équipes aiment faire, tu vois, présenter une ligne avec vraiment beaucoup de monde, avec potentiellement 7 ou 8 rushers, et finalement faire rusher que 3 ou 4 gars et tout le monde drop, il sera capable de le faire. Donc il y a vraiment des qualités, tu vois, chez Jalen Walker, mais en fait, un petit peu de la même manière que pour Carter, là où il va tomber, ça va avoir une vraie importance. La seule différence pour moi entre les deux, c'est que voilà, tu en as Jalen Walker, il est encore un petit peu en dessous en termes de développement. Tu vois, Carter est déjà un joueur un petit peu plus poli et c'est pour ça que pour moi, il y a une vraie différence entre les deux. Carter, je le vois directement être capable de rentrer et envoyer. Tu vois, dès son arrivée en NFL, il va être capable de t'envoyer de la stat et je suis pas sûr que Jalen Walker ce soit le cas. Il va peut-être connaître une année rookie un petit peu plus complexe, tu vois, où justement, statistiquement, il va être un petit peu à la peine parce qu'il n'est pas encore vraiment poli. Et il n'a pas cette explosivité incroyable que peut avoir un Abdul Carter. Donc il va peut-être lui falloir une petite année de développement, une petite année en fait de mise à niveau de la NFL et de comment dire et ouais, une petite année de polish dans le rôle que lui voit sa franchise, tu vois, pour vraiment faire transparaître toutes ses qualités athlétiques qu'il peut avoir. Mais voilà, moi c'est un joueur que j'apprécie énormément. J'ai beau l'avoir dans mon tiers 2, tu vois, des linebackers, ça n'empêche que je le vois assez haut et je pourrais comprendre, tu vois, une sélection au premier tour selon l'équipe, selon l'endroit dans le premier tour où il serait sélectionné. Par exemple, en deuxième moitié de premier tour, ça ne me choquerait pas énormément. Je te dis une connerie. Si par exemple les Ravens ont besoin d'un edge rusher, je pense qu'il pourrait vraiment aller fit parfaitement avec l'équipe. Mais voilà, il va falloir en fait le développer un petit peu comme purement pass rusher, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai du mal avec ces joueurs. Du moins, c'est pas que j'ai du mal, c'est qu'ils ont des qualités, mais il faut pas les survendre
à un poste où ce n'est pas le leur, quoi. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on le voit avec un autre joueur de Georgia qui fait débat aussi, pour le citer, Michael Williams, je crois, c'est ça Ouais. son. Ouais, Ah ouais. c'est ça. Où il y a un gros débat. Moi, vous allez voir, il y a une grosse surprise. Je vous l'annonce là dans le podcast. Je vais poster mon top 50 mercredi, je crois, sort juste avant la draft. Il va y avoir des surprises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, c'est Georgia, comme tu dis, université, ces dernières années qui sort des talents incroyables. On le voit bien aux Eagles, on le voit bien partout. Même s'il y a des cassos hors terrain, eh ben, ça performe quand même sur le terrain et ça performe même plutôt très haut. Et moi, en fait, ce que je reproche au consensus et à la NFL, c'est de survendre un mec sur des qualités qu'on ne sait pas ou qu'on a un point d'interrogation. Et le problème, c'est que tu le survends et tu le mets à une hauteur qui n'est pas sa vraie valeur. Et c'est ce que je reproche dans le consensus NFL aujourd'hui. Si tu écoutes tout le monde, Jalen Walker, il est capable de tout faire. Il peut être DN, il peut être linebacker, machin. Et le problème, c'est que le mec, tu peux peut-être. Il y a une équipe qui va peut-être faire l'erreur de le prendre très très haut. Et tu vas te retrouver avec Trevon Walker qui était aux Jaguars, qui pouvait faire d'autres qualités et qu'on a dit qu'on a survendu tout ça. Et ça peut venir un joueur comme ça parce qu'on l'a survendu et que c'était pas sa vraie valeur, quoi, tout simplement. Ah, mais c'est là où c'est complexe. C'est que justement, vu que ces mecs-là touchent un petit peu à tout, tu vois, vu que ces mecs-là sont un peu couteau suisse, ouais, Walker, par exemple, il pourrait être capable de. Tu pourrais le voir comme inside linebacker pur. Enfin, inside linebacker, pas Mike, hein, j'entends, mais. Bien sûr. Dans les défenses actuelles qui jouent souvent avec un front 4 et 2 vrais linebackers et un nickelback, Jalen Walker, ça peut être ce deuxième inside linebacker. Plus communément ce qu'on avait il y a quelques années sur des défenses 43, outside linebacker d'une 43 où tu n'es pas aligné sur la ligne. Tu as des responsabilités de coverage, mais tu n'es pas vraiment inside linebacker. Jalen Walker peut faire ça. Mais quand? C'est ça le truc, c'est qu'il va avoir besoin d'un développement plus important à cette position parce que c'est pas les mêmes footwork, c'est pas les mêmes clés de lecture, c'est pas les mêmes façons d'attaquer les jeux. Donc oui, ses capacités athlétiques, sa façon de jouer, sa façon de bouger, son envie fait que moi je peux l'imaginer. Je peux l'imaginer, tu vois, à 6'2, 245 pounds, je peux l'imaginer jouer à l'intérieur de la boîte, mais avec un développement plus important. Tu vois, et tu en parlais tout à l'heure, Trevon Walker, c'est ça. Les Jaguars, quand ils le prennent, ils le voient comme edge rusher. Chose Exactement. que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils l'ont carrément mis outside linebacker. Il a galéré. Son année rookie, il a galéré. Il fait des stats, bien sûr, il fait des stats. C'est pas non plus un mauvais. Alors, on va tout de suite remettre Jalen Walker n'est pas un mauvais joueur, hein, c'est pas ce qu'on dit. Et Trevon Walker non plus, c'est pas un mauvais joueur, c'est le cas de le dire, quoi. C'est un bon joueur, mais tout simplement, il faut les mettre à leur poste prédéfini, où ils ont le plus de qualité, c'est ça que je veux dire, quoi. Et après, il développe sa palette en NFL avec un coaching staff qui a un bon QI, et tu vois le QI du mec, et tu vois sa valeur après s'il est capable de faire ci ou ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de vouloir faire jouer des mecs où c'est pas leur qualité première, je pense. Ouais, tout au départ. Ouais. Après, je t'ai dit, ça dépend de ce que les GM voient en eux. Le problème, c'est que c'est ça, tu vois. On l'a dit avec Trevon Walker, maintenant, aujourd'hui, statistiquement, il est performant. Pour autant, je trouve encore qu'il galère. Et le poste où moi, je l'aurais vu, je peux t'assurer qu'il ferait peut-être pas autant de stats, mais je pense qu'il serait plus utile aux Jaguars. Tu vois, donc ça dépend. Et je te dis, c'est ça le problème avec Jalen Walker, c'est l'équipe qui va le prendre, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Est-ce qu'elle veut le garder dans ce rôle d'hybride? Est-ce qu'elle veut le glisser en edge rusher? Et si tu le glisses vraiment en pur edge rusher, il va avoir justement du développement à faire pour vraiment affiner sa palette de pass rush, pour affiner un petit peu certaines choses qui pourraient en fait lui permettre de devenir un top edge rusher. Si l'équipe qui le prend le voit comme un pur linebacker, de la même manière, il va avoir du travail, il va avoir plus de travail. Pour moi, c'est ça en fait le délire. C'est vraiment si tu veux échelonner le truc. Là où pour moi, il aura le moins de travail pour être très bon, c'est si tu le gardes dans ce rôle d'hybride. Ensuite, juste en dessous, si tu veux le voir en edge, il y aura un petit peu de travail, mais tu n'as pas une assurance d'avoir un joueur performant très vite. Tu vas avoir justement du développement à faire. Et ensuite, tu as le délire, si vraiment tu le veux en linebacker classique, il peut le faire, mais je pense que c'est là où tu auras la plus grosse charge de travail à effectuer avec lui. Ok.
Ok. Bah, c'est complet. Et toi, tu vois à peu près, Jalen Walker, à peu près ta value, tu le vois. Je sais pas Là, s'il est, est-ce qu'il est déjà sur le TTP? Je suis pas sûr. Il me semble. non, Sur non, le non, site non, The non, il y est pas. Tripay. Non, il Il y y est est pas, pas. il y est pas. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs en fait que vous Mm. verrez aujourd'hui qui, au moment où Joe sortira l'épisode, je pourrais pas vous assurer il y ait l'article sur le site. Certains sont prévus. J'espère avoir le temps pour justement tous les faire, mais je vous promets rien. C'est-à-dire que, soyons très clairs, un mec comme Sean Dolag, j'aimerais lui faire sa fiche, mais j'ai pas eu assez de tape. Donc en fait, même si je sors une fiche, elle va être très courte et pas aussi fournie que je l'aimerais. Donc à voir, à voir. Est-ce que j'aurai le temps de tous les faire? Mais il y en a pas mal qui sont prévus. J'espère juste avoir le temps de les sortir avant la draft. Ok, très bien. Oui, puis si c'est pas avant la draft, ben on les lira après et on aura toute la saison pour les lire. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Joe qui Euh, veut me rajouter du travail. Si, fais. Non, 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 Rajoute. non, non, Fais, je plaisante, tiens, je vas-y. plaisante. Je plaisante. Déjà que oui, comme tu dis, c'est un marathon et moi encore, chapeau bas pour tout ce que vous faites avec Val et toute la team TTP. De toute façon, c'est complet de A à Z, c'est le cas de le dire. Du Mais coup, attends, value. du coup, bah, Ouais, je vais te value. répondre quand même parce que Ouais, tu voulais savoir là où je l'envoyais. exactement. Est-ce que tu veux ma value à moi ou est-ce que tu veux que je te Non. dise vers où est-ce qu'il tomberait Alors, ouais, on va faire les deux. On va déjà faire la value à toi parce que le consensus, on verra après. Mais ta value à toi. Moi, ma value à moi, comme je te dis, ça serait vraiment de le garder en tant qu'hybride ou un petit peu plus orienté edge et du coup plutôt au deuxième tour. Je Mhm. pense qu'en première moitié de deuxième, c'est un choix vraiment solide, tu vois, qui peut avoir une vraie bonne gueule selon où tu le prends. S'il glisse un petit peu plus, genre milieu de deuxième, fin de deuxième, ça devient vraiment un très bon choix, tu vois. Maintenant, Ok. le problème, c'est qu'on l'a dit, Georgia, joueur qui est assez productif, qui a des capacités athlétiques, donc ça s'enflamme et en fait, on parle de lui au premier tour. Donc moi, ma valeur, ça serait plutôt un deuxième. Là où il va tomber, je pense, ça serait au premier. Donc maintenant, j'espère juste pas une trop grosse enflammade et donc plutôt une milieu fin de premier tour. Milieu, je serais selon l'équipe, je peux voir le truc un petit peu en mode oh putain, c'est haut, tu vois. Mhm. En fin de premier, bon, allez, moi j'ai une value de deuxième, tu veux reach un petit peu, aller le Ouais, chercher au premier, bon, tu vois, c'est pas gênant. ouais, voilà, tu vois, comme je te le dis souvent, pour moi, passer le 20e, 25e pic au premier tour, bah, c'est comme si tu te retrouvais avec un deuxième, donc je peux excuser certaines choses. Un petit peu au-dessus, vraiment, ça sera à voir. Ce sera situationnel. Je te dis Ouais. une connerie, tu vois, un Jalen Walker aux Chargers, s'il y a eu un rush sur les edges, je serais pas emballé, mais en même temps, ouais, allez, pourquoi pas. Tu sais, j'ai la vision en fait. Tu peux le mettre en couveuse derrière un Khalil Mack pendant un an, lui faire apprendre un petit peu le délire, tu vois, un petit peu mieux que ce que nous avaient fait Emilien et Diego là, aller chercher un Michael Williams. Ah, c'était les chouchous Ouais, de la moque, hein. Tout le monde les a adorés, hein. ouais, je sais, mais tu vois, je trouve qu'il y a plus de. T'as plus d'intérêt à aller chercher un mec comme Walker à ce moment-là, tu vois, même si ça serait un peu haut. Mais bon, allez, tu vois, ça Ouais. va vraiment être du cas Voilà. par cas. Vraiment, le gros reach, ça serait top 10, là, ça Ouais, serait terrible. ouais, Ça ouais, serait ouais. Pour moi, terrible, là, ça serait top terrible. 10, ouais, vraiment, top Ouais, 10, top 15, c'est ouais. que là vraiment, t'abuses. Parce que je pense que t'as des Ouais. mecs bien meilleurs à aller chercher dans le même style, tu vois. Ce qui est peu probable, mais on a déjà vu de belles dingueries. Tu fais bien de le rappeler. Allez, on enchaîne et là, du coup, on va passer donc au linebacker de UCLA, Carson Schweinsinger. Et oui, j'ai réussi à le dire. Ça fait une semaine que je m'entraîne à le dire dans ma voiture. Schweinsinger, voilà. Et oui, donc lui, il a 22 ans, UCLA. La fac qui est UCLA, je ne comprends pas comment cette fac, elle devrait être meilleure que ça. C'est comme USC, je ne comprends pas qu'ils il patouche dans la smoule chaque année et je n'arrive pas à comprendre. Bref, c'est comme ça, c'est un petit aparté. Alors, Schweinsinger, il était donc pas mal dans les équipes spéciales auparavant. C'est pour ça que si vous prenez ses fiches de stats, ce pas des stats de fou. Par contre, derrière, il a réussi à gagner sa place et il a réussi à se faire sa place en tant que linebacker cette année à UCLA. Bah, c'est un mec, je crois, qui avait pas de bourse au départ, hein, si je me trompe pas, et il a réussi Ouais, à ouais, se ouais. faire à se faire son petit truc. J'ai lu ça l'autre jour quand je lisais un article de ESPN sur lui pour un peu travailler aussi un peu
mon intérêt pour le joueur et puis d'écouter un peu ce qui se dit. Et du coup, c'est un mec, voilà, il s'est lancé, il a joué à l'UCLA sans bourse et après, il a réussi à avoir sa bourse. Et moi, j'ai mis malin parce que déjà, rien que déjà un mec qui n'a pas de bourse et qui vient avoir une bourse en cours de saison ou la deuxième année, je dis chapeau bas à lui. Et voilà, j'ai mis malin et il est un peu malin aussi sur le terrain malgré tout. Ryan, je te laisse en parler. Vas-y, dis-nous, raconte-nous Schweinsteiger. Déjà, tu fais bien de parler de son passé, hein, parce que on le sait, c'est pas tout le monde qui peut rentrer en tant que walk-on, donc c'est-à-dire sans bourse, et en fait se faire sa place dans un programme de football au point de finir titulaire et productif. Donc c'est important d'en parler parce que déjà c'est con à dire, mais ce genre de belle histoire-là, pour les Américains, ça compte. C'est quelque chose qui va être important. Les gens vont le noter, vont le mettre en plus. Donc c'est important de le noter. Et justement, est-ce que tu vois ça vraiment du côté sentimental et tu te dis, bon, les Américains, ils abusent, ou est-ce que tu prends ça vraiment comme un coach? Et là, c'est très différent, c'est-à-dire que, en fait, tu te dis qu'il y a une progression qui a été constante chez Carson Schwarzenegger. Tu te dis que le mec est vraiment arrivé, en fait, comme Joel Clodo et termine titulaire dans ta défense et productif. Ça indique déjà qu'il est capable de progresser et qu'il a été capable de progresser énormément en quelques années, en fait, de football. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et très clairement, tu vois, on parlait de projet tout à l'heure pour un Jalen Walker. Schwarzenegger, ça va être un projet. Tu as noté, il a 22 ans. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il en a 21. Il aura ses 22 en février prochain. Donc, tu auras déjà une moitié d'année, une moitié de saison rookie où en fait le mec aura que 21 ans. Et il va avoir besoin de progresser. Le mec n'était pas walk-on sans raison. Je lui ai noté, en fait c'est con à dire, mais il a les qualités de son profil. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est hyper volontaire. Il n'hésite pas à foncer dans les lignes offensives et s'il faut, même face à des gros gabarits de sec. Donc, ce sera des gabarits qu'il aura en fait en face de lui en NFL. Moi, je l'ai vu parce qu'on a joué justement UCLA, je crois que c'était cette année ou l'année dernière. Donc, j'ai pu le voir. Le mec a pas peur. Le mec vient pas sur les talons parce qu'en face de lui, il a des colosses. Non, il y va. Il sait qu'il s'est battu pour être là et ça se voit en fait dans sa façon de jouer. Il y a des jolies promesses en situation de blitz. D'ailleurs, comme on peut le voir sur ses stats, hein, il a quelques sacs. Parce que ça a l'air de lui plaire. Il ne se pose pas de questions, il y va à 100% et finalement, il réussit à créer pas mal de pression, même s'il ne réussit pas à prendre la stat derrière. Souvent, il réussit à faire s'échapper le QB sur un côté, ce qui peut aider justement vos edge rushers. J'ai également noté qu'il était prometteur sur ses couvertures de zone. Il y a encore beaucoup de travail afin de le polir. Mais ça reste assez prometteur. J'ai noté qu'il était plutôt fluide dans ses mouvements. Finalement, il n'est jamais trop mal placé, mais il y a toujours en fait des petits détails ça et là qui ne lui permettent pas d'être aussi bon qu'il pourrait l'être. C'est pour ça que j'ai préféré noter qu'il était prometteur. Sur ses points faibles, j'ai noté qu'il y a une lecture qui est assez lente. Je trouve qu'il y a encore trop d'erreurs dans ses prises de décision. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas voir chez mes linebackers. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est pas étonnant venant d'un joueur qui de base était walk-on. C'est quelque chose qui se travaille en séance vidéo. Comme tu l'as dit, le mec, il n'est pas là pour rien. Il n'a pas fini titulaire dans un programme de Power 5 pour rien. Donc, je pense que c'est quelque chose que lui-même va comprendre. C'est le genre de mec, je pense, qui est studieux, tu vois, qui va aller se poser en salle vidéo, qui va apprendre, qui va être une éponge, tu vois, qui va tout apprendre de ses coachs. Donc, allez, à la rigueur, sur sa lecture, encore une fois, c'est un point faible et qui va pouvoir être travaillé, entre guillemets, assez facilement. Et j'ai pas de doute là-dessus. Même chose sur ses plaquages. Je vois encore trop de plaquages manqués, malgré une technique qui est pourtant très correcte. Alors, je vais noter, est-ce que c'est un défaut de puissance ou d'explosivité? Maintenant, voilà, on le sait, UCLA, c'est pas le programme qui est réputé pour avoir les plus gros athlètes au monde. Généralement, tu n'as pas une différence extraordinaire entre le moment où ils sont rentrés dans le programme et où ils vont se faire drafter. Mais pareil, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi en NFL. Tu sais, les prises de masse, les prises de gabarit, de physique. Tu sais, les mecs qui sont là-bas, ils ont leur salle de muscu attitrée. Le mec, s'il faut, il appelle à 1h du matin. Il y a un nutritionniste qui va venir lui faire un burger. Tu sais. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui, à mon sens, peut se travailler. D'autant que, comme je t'ai dit, j'ai trouvé que la technique, finalement, elle était assez correcte. Enfin, le plus gros défaut que j'ai noté chez lui, c'est un footwork qui parfois est complètement aux fraises. Et là encore, c'est son passé qui s'explique. Le mec, c'est un walk-on.
C'est pas un mec qui était une star lycéenne ou ce genre de choses. Parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, hein, c'est que souvent on parle de 5 étoiles, 4 étoiles. Mais les gars, même des mecs qui sont 3 étoiles, dans leur petit lycée, c'était des stars. Genre les mecs, ils étaient au-dessus du lot. Si tu arrives et que t'es walk-on, c'est qu'il y a une raison. Donc ouais, il a un footwork qui est éclaté au sol. C'est vraiment visible. En fait, dès qu'il cherche à réaccélérer sur son jeu, que ça soit en situation de course ou de passe, il s'en mêle les pinceaux. C'est-à-dire que son footwork, vraiment, il part aux fraises. Les jambes, elles sont pas bien placées. Parfois, tu as des jambes qui se croisent. Et c'est dès qu'il veut réaccélérer, en fait. Tu as vu, il a vu ce qui se passait. Ça y est, il a pris sa décision. Il veut réattaquer le jeu. Bah ouais, tu as ses jambes qui commencent à. Tu sais, ça devient un petit peu un chien fou, tu vois. Donc pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler aux entraînements. C'est de la technique pure. C'est des trucs qu'en fait, tu vas réviser tous les jours, tous les jours, tous les jours à l'entraînement normalement. Donc, je vois pas pourquoi il serait pas capable de progresser avec un coaching staff en NFL ou peut-être même dans un environnement où au-dessus de lui, il y aura un linebacker vétéran qui sera là depuis X années, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher avec Schweizinger. Donc, en fait, ce qui me déplaît finalement avec Schweizinger le plus, c'est la hype qu'on lui envoie. Ouais. Parce que ça risque en fait de le desservir dans le sens où plus tu vois un joueur haut, et là en fait c'est le cas dernièrement, on le voit comme je crois limite le deuxième linebacker à sortir de la draft. C'est le deuxième. Moi, partout, je le vois deuxième linebacker dans le border top 50, quoi, tu vois. Et 52, 53. moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait les gens vont vouloir le voir très vite sur le terrain. Et pour moi, il est pas encore, je dis bien pas encore, au niveau NFL. Il a encore du travail à faire, il a encore du travail à fournir sur pas mal de points techniques, sur son football IQ, parce que pareil, les attaques qu'il va avoir en face de lui, c'est pas les mêmes. Les QB sont bien plus intelligents, ils vont jouer avec toi en regardant un receveur pour te faire croquer justement sur lui, peut-être te mettre un pump fake, tu vois. Les cordeaux offensifs, les très bons, pareil, ils vont jouer avec toi avec plein de motion, avec des blocs qui partent à l'opposé. Pour moi, il n'est pas prêt en fait pour la NFL. Pas encore prêt pour être titulaire en NFL, mais justement, il a que 21 ans, il va sur ses 22. Lui, il faut vraiment, moi, à mon sens, il faut le voir comme un projet où lui, tu vas le citer un an, quoi qu'il arrive, en fait. C'est-à-dire que moi, personnellement, ce mec-là, je veux pas le voir sur le terrain, je veux pas le cramer sur sa première année. Et en fait, le problème, c'est que plus tu vas aller le chercher tôt, plus les gens vont vouloir le voir sur le terrain. Et ça me pose problème. Ça me pose un vrai problème. Pour moi, il manque encore d'expérience, il manque vraiment d'XP. Comme tu l'as dit, il a bouffé pas mal de special team. Bah, à la rigueur, pour ses premières années, fouler en special team. Déjà, juste pour avoir du contact avec des gabarits NFL, tu vois, des porteurs un peu plus costauds, des bloqueurs costauds qui savent ce qu'ils font. C'est de l'expérience qui va se retransposer en fait en match. Juste casser un bloc, casser le bloc d'un tight end, pas te tromper au niveau de ton angle, parce que bah, les returners, tu le sais, Joe, en NFL, il leur faut 10 cm, le mec va exploser, c'est TD, tu vois. Donc ça reste de l'expérience de match, mais je veux pas le voir sur le terrain au début de sa carrière. Je veux vraiment l'installer derrière un vétéran, si possible un mec avec ses qualités, donc un mec assez cérébral ou quoi, tu vois, ou même un mec qui a un background un peu similaire. Je te dis une connerie parce que je pense pas que ce soit le meilleur fit pour lui de l'envoyer aux Eagles, mais mets-le derrière un mec justement comme Zach Bowen, tu vois, qui a galéré, qui a commencé en special teamer, qui a gagné sa place, qui va te donner en fait des tips utiles pour un mec qui athlétiquement est pas au-dessus du lot en la personne de Schweizinger, tu vois. Je pense vraiment que ça peut lui être hyper utile. Et là, ouais, peut-être que dans un an ou deux, tu auras un linebacker de très haut niveau parce que je pense que c'est un joueur qui est assez cérébral, comme tu l'as dit. Et moi, c'est le genre de gars que j'aime bien avoir en poste de linebacker, tu vois, des mecs un petit peu cérébrales qui réfléchissent. Mais voilà, attention avec Schweizinger. Pour moi, à l'instant T, il n'est pas prêt. Ouais. C'est cool. Non, mais c'est sûr que c'est sûr. Moi, j'ai de gros doutes sur lui quand je le vois annoncé deuxième linebacker, milieu, début de deuxième tour. Ouais, je dis là, les mecs, vous êtes chaud là, pour le moment, moi, il a plus le style d'un surfeur de LA que... non, je suis méchant, mais vous allez voir sa photo sur ESPN, là, vous tapez sur lui, c'est plus le blond, quoi. C'est le blond surfeur, beau gosse, voilà. Mais ça reste un joueur intéressant et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Jalen Walker. Arrêtez de mettre des values sur un joueur et qui n'est pas son range et qui va lui mettre une pression de fou.
En sachant que les linebackers, je pense qu'il monte beaucoup aussi parce que, bah, il y a son histoire qui fait que et je pense que les insiders aiment bien ça aussi et puis je pense que, bah, vu que la classe n'est pas trop élevée, bah, ils se disent: «Bah, tiens, un joueur comme lui, il y a beaucoup à apprendre, il a 21 ans, mais il va apprendre vite» et c'est pour ça qu'ils le mettent aussi haut. Mmh, toi Ryan, tu le verrais où? Toi, tu le situes où, aujourd'hui, Moi, je l'ai dans Schweinsteiger? mon, moi, je l'ai dans mon tier 3 des linebackers. Ouais, Mais je l'ai dans mon tier d'accord. 3, donc généralement, ouais, ça signifie plutôt un choix de deuxième jour, mais pas deuxième tour, tu vois, Ouais, plutôt sur le troisième tour où ouais, là, tu commences à regarder un petit peu, c'est-à-dire que tu as utilisé ton tour 1 et 2 pour vraiment aller chercher des joueurs de gros calibre, entre guillemets, tu vois, qui vont c'est ça. t'aider immédiatement. Tu as, entre guillemets, comblé tes needs principaux avec tes deux premiers choix. Et donc, en fait, avec ton troisième jour, ça y est, tu commences à aller flairer un petit peu les bonnes affaires, mais les bonnes affaires qui nécessitent pas trop de travail, tu vois, qui Ouais, sont pas des risques en fait trop élevés. C'est comme ça que moi je conçois mon troisième tour. Voilà, c'est ce petit joueur qui sporadiquement va pouvoir t'aider. Bah, si tu as une blessure par exemple au poste de LB et que tu dois faire jouer Schweizinger, vas-y, fais-le. Tu vois, vaut mieux aller avoir vaut mieux avoir ce mec-là que bah, par exemple Demetrius Knight de South Carolina, tu vois, j'en avais parlé un petit peu sur le podcast des Panthers. D'ailleurs, salut les mecs, hein, ouais, si vous êtes je l'ai fan des je l'ai Panthers, écouté. Je l'ai fini, hier donc oui, oui, super podcast. si vous êtes fan des Panthers, n'hésitez pas à aller les écouter, hein, le Poundcast. Mmh. Mais donc voilà, je pense qu'à partir du troisième tour, tu commences effectivement à avoir une certaine value sur un Schweizinger. Maintenant, voilà, il faut voir. Comme je te dis, le truc, c'est que le poste de linebacker, il est extrêmement dévalué. Tu Mmh. as un monde où Schweizinger, il peut potentiellement être là au début du quatrième, tu vois. Après s'il est drafté, 62, fin de 2e tour, c'est pas non plus un scandale quoi, mais Non, mais je serais quand même en ouais, mode, est-ce que l'équipe qui l'a pris avait vraiment un need au poste de LB? c'est ça. Parce que si c'est le cas, autant aller chercher un joueur plus âgé et peut-être plus limité Prêt. en termes de Mmh. potentiel que Schweizinger, mais qui est prêt justement. Et là, bah, je te dis une connerie, hein, un joueur que moi j'ai au troisième tour, LSU, Greg Penn, c'est un run stopper classique. Le mec te fera pas bander, mais en fait, tu le mets titulaire day one en NFL, il sera capable de faire ce qu'il a fait à LSU, c'est-à-dire solidifier ta défense. OK, Mais ouais, tu n'auras pas ce potentiel élevé comme un Schweizinger. Donc, tu vois, bien si tu as sûr. vraiment besoin d'un LB, je vais juger le pic un peu différemment. Si tu n'as pas besoin de LB, je vais être en mode, bah ok, mais est-ce que tu n'avais pas mieux à faire sur une position plus importante? Aller chercher un edge, un O-line, un tight end, tu vois? Et et après ça dépend les joueurs qui sont partis bien avant et bien évidemment, il y a C'est tout ça qui ça. rentre en compte, C'est hein. ça, tu vois? C'est ça aussi. Donc, c'est le choix de Schweizinger, en fait, c'est vraiment pareil. Ça va être du cas par cas. Ça va être est-ce que tu avais vraiment besoin de lui? Est-ce que tu le vois comme un potentiel à développer? Est-ce que tu sais, tu as plein de trucs en fait Ouais, à réfléchir autour de ce pic-là qui en fait peuvent en faire soit un très très bon choix, soit un très très mauvais. ouais. Sans que le joueur soit responsable en fait, tu vois? Exactement, exactement. C'est surtout ça qui serait problématique parce que moi je l'aime bien Mais moi et je aussi, voudrais bien qu'il ait une belle histoire aussi donc j'espère qu'il sera drafté dans la bonne équipe et au bon moment. Voilà, dans c'est tout une ce que je équipe lui souhaite. intelligente. Moi vraiment, Ouais, c'est ça que je lui souhaite. C'est un mec qui dès son pic, sait ce qu'il veut faire avec lui et a la vision, exactement, tu vois? Se exactement. fera pas avoir par les fans, la pression populaire ou quoi. Vraiment, le mec, il te prend, il te dit: «Écoute, moi, je sais ce que je veux faire avec toi. Tu auras X temps de développement. Fais confiance». Viens, ouais, viens chez nous, on va t'aider. Voilà, C'est viens ça, chez nous, on va t'aider. c'est ça. Exactement. Et là, on va passer donc maintenant au linebacker le plus attendu bah, de cette draft. Et on va partir donc direction Alabama pour parler de Jihad Campbell. Plus le temps passe, plus je l'analyse, plus je le vois. Et plus je. Alors, je ne pense pas que ça se fera. Mais si Tampa Bay va le chercher au premier tour, je me dis ça va être encore un massacre parce que Tampa, défensivement, c'est des tueurs. Et je me dis c'est pile le fit pour Tampa Bay, parce qu'ils sont plutôt complets un peu partout. Ah, je me dis, s'il y a des joueurs intéressants qui sont partis avant et que Jihad Campbell est disponible à leur pic, je me fais un film comme quoi je le vois là-bas et courage à ceux qui vont les jouer 2 fois par an parce que purée, ça va être encore chiant s'il arrive là-bas. Je te laisse parler de Jihad Campbell, mais c'est un joueur incroyable. Voilà, j'ai mis moi déterminé parce que le mec, il sait ce qu'il a à faire et t'as pas besoin de lui expliquer 2 fois, quoi. Pour moi, c'est ça.
Jihad Campbell, je pense que c'est peut-être celui sur lequel je vais passer le moins de temps, déjà parce que c'est le joueur que les gens connaissent le plus. Et en fait, je suis vraiment passé sur 2 phases sur tout le draft process avec Jihad Campbell. Le premier, c'est en fin de saison, où il y avait aucune hype en fait sur Jihad Campbell, et là j'étais vraiment énervé, j'étais frustré parce que le joueur est un talent plus en fait au poste de linebacker. Moi je l'adore, il m'a fait souffrir à Alabama, mais c'est un joueur que j'adore, qui est extrêmement complet, qui coche toutes les cases en fait du linebacker moderne en NFL, en termes de capacité athlétique, en termes de gabarit. Son âge qui est vraiment peu élevé, et qui en fait va forcément cocher toutes les cases des coachs et des GM. Dans un gros programme, face à une top opposition, productif, capable de mettre de la pression sur le QB quand il est aligné en tant qu'outside linebacker, capable de couvrir parfaitement s'il est aligné face à un slot, capable de jouer inside linebacker. Et en fait, je voyais aucune hype autour de Jihad Campbell, et ça me frustrait énormément. Et là, je suis passé sur la deuxième phase où maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de le mettre beaucoup trop haut, selon moi, de par juste, c'est con, hein, mais la position value, encore une fois, des linebackers qui est assez faible, et qui pour moi me fait dire que dans un monde idéal, en fait, Jihad Campbell, c'est un choix de début de deuxième, juste à cause de sa position de linebacker. Mais que, vu que le mec a fait des gros. Ça y est, les gens en fait ont vu la lumière sur Jihad Campbell, bah maintenant je commence à le voir sortir en milieu de premier tour, et je suis en mode, mais wow, calme, tu vois. Parce que pour moi, je pense que son poste, sa position, c'est vraiment en NFL, il faut que tu le mettes inside linebacker. C'est-à-dire que après, est-ce que tu as envie d'en faire ton Mike à moyen terme? Pourquoi pas, mais dans tous les cas, moi je veux le faire jouer en inside, soit en outside linebacker de 43, soit en tant que deuxième inside linebacker sur un package nickel. Donc après, à toi de voir si tu joues en 42, bah, ça sera le deuxième inside. Si tu joues une 33, une 3-3-5, il aura plus un rôle d'outside. Après, à toi de voir si tu as envie de parfois le faire descendre sur la ligne pour le faire rusher. C'est ça, après, c'est à toi de voir. C'est à ton corps de def de choisir. Mais très clairement, c'est peut-être le linebacker le plus complet de la QV. Et je pense que je m'avance pas trop en le disant. Comme je te dis, en termes de gabarit ou de capacité athlétique, le mec est prêt pour jouer en NFL. Le mec est jeune, donc tu as des promesses déjà de développement, mais même sans ça, tu as des promesses de te dire que le gars pourrait être dans ton équipe pendant 4-5 ans titulaire et productif. Moi, clairement, Jihad, c'est un no-brainer. Si tu as un need au poste de linebacker et que tu as envie de le combler au premier, bah écoute, va, parce que ça sera pas un mauvais choix en fait. Mais ça m'emmerde en fait de le voir partir si tôt à cause d'une hype qui maintenant a explosé, alors que techniquement, avec sa position value, tu pourrais aller le chercher plus bas. Mais bon, après, c'est le jeu de la draft. Si tu sais que le mec, c'est un début de deuxième tour talent, bah, t'as peut-être pas envie de le laisser passer, parce que tu sais qu'au deuxième tour, tu vas piquer encore au milieu du deuxième, et il sera pas là. Ça, c'est clair et net, il sera pas là. Donc, j'attends de voir où est-ce qu'il va tomber. Mais honnêtement, en termes de talent, il mériterait un premier tour. Ouais. C'est juste sur la position value que, selon moi, fait qu'il drop un peu. Mais non, le joueur est complet. Le mec est capable de tout faire. Il est prêt à jouer day one. T'as comment dire, t'as des flashs de talent qui sont incroyables. Tu peux voir les axes de progression. Donc, tu te dis qu'il n'a pas fini justement de s'améliorer et de progresser. Donc pourquoi te prendre la tête? Tu as besoin d'un linebacker, va chercher Campbell. Ok, ok. Et toi, l'idée de le voir à Tampa, ça te hype ou pas? Attends pas? Ouais. Non, ça m'emmerde. Parce que c'est la NFC. Moi, ça m'emmerde. Je préférais l'avoir à Washington. Mais le problème, c'est qu'à Washington, il sera plus là et qu'on a d'autres besoins à combler. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, Après, non, si mais tu me dis, voilà. est-ce que je veux le voir à Tampa ou à Philadelphie, bah mon choix il est vite fait, tu vois. Si je dois le voir à Tampa ou à Kansas City, bah mon choix il est vite fait, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est évident. Non, mais c'est évident. Non, mais je disais les Bucks parce que ça fit tellement bien les Bucks que ça me fit, choquerait pas, quoi. Ouais, honnêtement, Joe Campbell, il ça fit fit partout. à beaucoup d'endroits, oui, tu Bah, me il fit diras, oui. partout, mais il fit partout. C'est ce que je te disais, peu importe l'équipe peu importe le schéma que tu joues, peu importe la défense que tu joues, en fait, ce mec-là, tu le prends et il aura sa place dans ta défense. Ouais. C'est vous dire à quel point, pour moi, je le vois
au-dessus du reste au poste de linebacker. Ok. Bon, ben voilà, on a été complet sur Jihad Campbell. Voilà, tout le monde le connaît aujourd'hui. On approche de la draft. Voilà, on va pas s'attarder sur lui. Et on va parler du dernier linebacker qu'on va présenter pour cet épisode. C'est mon chouchou, ça. Et voilà, je l'ai gardé pour la fin, je le savais. On va parler de Teddy Buchanan, le fils héritier de Mitch Buchanan. Voilà, pour ceux qu'on la ref. Ce mec. Elle est nulle, mais je la prépare depuis des jours. Elle est nulle, je sais. Non, voilà, le linebacker de Cal, Ryan en a parlé même dans le podcast, avec Franz et ses copains du podcast Fan des Panthers, t'en parlais tout à l'heure. Voilà, moi j'ai mis expérience parce que c'est un senior. Il a beaucoup d'expérience, ce joueur. Il n'a pas joué toute sa carrière à Cal parce qu'il jouait avant. Alors je vais pas faire d'erreur, je vais dire tout de suite la fac parce que je ne l'avais pas. Il jouait à UC Davis, une fac que je ne connaissais pas du tout. Charles serait là, il me taperait sur les doigts, il me dirait mais si, UC Davis, c'est là exactement. Bref, dédicace à Charles qui nous écoute USC Troyan France, si je le dis bien. Ryan. T'as intérêt de bien le dire parce que sinon il va arriver dans tes DM les 2 pieds décollés. Excuse-moi Charles, excuse-moi. Voilà, UC Davis, moi je connaissais pas du tout la fac, je sais même pas au niveau où il joue. Je connais des petites facs, mais alors là celle-là je la connaissais pas du tout. Mais il arrive à Cal cette année et il a fait vraiment une belle saison. Il a été productif tout le long de sa carrière, faut le dire. Il a passé des paliers à chaque moment de sa carrière quand même. Et c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Ryan, je te laisse en parler parce que tu le connais beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai vu certaines choses sur lui, mais je ne suis pas un spécialiste, comme je le dis à chaque fois. À toi, Ryan. Bah écoute, je pense que j'ai dit ce que j'avais à en dire en introduction. C'est clairement un de mes chouchous. Je l'ai vraiment, pour vous dire, je l'ai beaucoup plus haut que le consensus. Moi, il fait partie de mon tier 2 des linebackers. Hein, donc c'est pour vous dire, je serais prêt à aller le chercher vraiment tôt. Mais j'adore ce que j'en ai vu. Il a 22 ans, il va sur ses 23 en octobre, donc il a l'âge moyen classique. Au niveau de son gabarit, 6'2", 233 pounds, c'est correct. C'est correct pour jouer en tant que linebacker. Pour le coup, lui, même chose, on est sur le poste d'inside linebacker, mais deuxième, il lui faudrait peut-être un Mike, je pense, à côté de lui, déjà pour son début de carrière. Après avoir, hein, je pense qu'il pourrait prendre ce rôle-là. Mais pour le début de sa carrière, ça pourrait pas être mal de le mettre avec un mec vraiment plus costaud et qui est un petit peu plus en charge des assignations de run-stop. Parce que clairement, sur le début de sa carrière et à court terme, c'est un upgrade immédiat sur votre couverture de zone. Il est hyper mobile, il est agile, il a des hanches qui sont hyper fluides pour un linebacker. Franchement, je pense qu'il a des hanches plus fluides que certains safety de cette QV. Il a une lecture qui est excellente. Il est d'une fluidité sur ses déplacements en drop de zone qui est hyper prometteur. J'ai parfois pu le voir sur certaines tapes alignées face à des slot receveurs et réussir à les défendre vraiment plutôt pas mal avant de laisser forcément, plus le jeu se développe, plus le slot va loin dans son tracé. Donc après, c'est les safety qui récupèrent. Mais sur les premières secondes de jeu, il est capable de les suivre largement. Je lui ai noté une très belle qualité pour esquiver les blocs et ensuite aller au jeu. Donc parfois, il passe en dessous des bloqueurs, parfois il passe juste devant eux, parfois il laisse passer le bloqueur en se camouflant un petit peu et il prend leur dos pour aller au jeu. C'est quelque chose qu'on voit aussi bien en situation de course que de passe, c'est-à-dire que même en situation de passe, il est capable de se camoufler avant de blitzer en mettant un petit délai sur ses blitz, ce genre de choses. Maintenant, ouais, c'est plus dur quand les bloqueurs ils réussissent à poser les mains sur lui parce que il a beau être vaillant et une vraie qualité d'esquive, il souffre un petit peu comme pas mal de linebackers quand des gros bloqueurs posent les mains sur lui et c'est normal. J'ai noté qu'il prenait franchement des bons angles de poursuite. C'est quelque chose que j'aime bien avec lui. En fait, il surcote pas sa vitesse et c'est un bon point. On est sur un joueur qui est, comme je le disais, rapide et agile, mais c'est pas non plus
il n'est pas extraordinaire, mais juste en fait, il connaît ses forces et ses faiblesses, et c'est aussi pour ça qu'il réussit à bien couvrir les slots receveurs. Je pense qu'il analyse son match-up, il sait s'il doit lui donner un petit peu plus de coussins de sécurité pour s'aider, ou s'il peut se permettre d'aller le chercher un petit peu plus, au contact tout de suite. Mais il surcote pas sa vitesse, comme souvent on peut le voir avec certains athlètes qui se disent bah, si, moi je suis le mec le plus rapide du terrain. Et en fait, le mec prend des mauvais angles et il se fait bouffer parce que le mec en face de lui est plus rapide. C'est quelque chose que j'aime bien. Comme je le disais, il a une belle qualité pour naviguer dans le trafic en évitant de se faire bloquer. C'est aussi une donnée qui est importante en NFL, puisqu'il y a un jeu de course qui est un petit peu plus prononcé. Mais voilà, il réussit à bien garder l'œil sur la balle. Il sait à peu près où est le porteur. Et ensuite, il navigue entre les différents O-line. Il se faufile. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien voir. Je lui ai noté une belle capacité de plaquage sur ce que j'ai pu en voir. Généralement, s'il pose les mains sur le porteur, c'est rare de voir ce dernier s'échapper. Hein. Je l'ai même vu réussir à faire des plaquages, c'est con ce que je te dis, mais à une main où vraiment il rattrape le running, ensuite il vient mettre sa deuxième main pour venir emporter le mec au sol. C'est vraiment quelque chose que tu peux voir souvent. Donc bien sûr, ça peut arriver de le voir poser la main sur un porteur et que le porteur s'échappe. Mais je veux dire, au niveau du ratio, on est vraiment sur quelque chose de très élevé où généralement, s'il pose les mains sur toi, il va réussir à te plaquer. Enfin, dernier point fort que je lui ai noté, et j'en avais parlé justement dans le podcast des Panthers, c'est à prendre avec des pincettes. Vous enflammez pas, mais je lui vois des vraies similarités avec Fred Warner dans sa façon de jouer, dans sa fluidité, dans sa capacité à suivre les slots receveurs assez loin sur le terrain, à dropper en zone avec facilité, à avoir de l'impact en fait à tous les niveaux, aussi bien en blitz que sur le run stop, que sur j'allais dire la protection de passe, la défense contre la passe. Il est impactant, il fait des stats, il fait le jeu qu'il faut au moment où il faut. Et vraiment, je te dis, c'est sur cette espèce de fluidité. Je vois vraiment des flashs de Fred Warner en lui qui me font dire, il arrive dans un effectif NFL, c'est la cible, la target, c'est ça. C'est ce que, dans ton développement, ce qu'il faut que tu essayes d'en faire, c'est Fred Warner. Essaye de le mold, merde, de le sculpter, de le modeler. De le polir. Ouais, non, mais c'est même pas que du polish, c'est vraiment le moule qu'il faut que tu essayes de lui donner. C'est ça, en fait. Il y arrivera peut-être pas, il sera peut-être incapable. On parle de Fred Warner, tu vois, le mec, c'est un All-Pro. Je pense que s'il continue quelques années comme ça, on va commencer même à parler de petites vestes jaunes pour Fred Warner. Donc, il y arrivera peut-être jamais. Mais toi, ton objectif en tant que coach, c'est d'essayer de lui faire atteindre ce style de jeu, ce style de joueur. Ensuite, ça sera au joueur de laisser exprimer son talent. Et ça, vraiment, je te jure, Joe, je ne sais pas si tu as pu voir un peu de match de Cal cette année. S'il faut, va te faire quelques petits replays, va te faire quelques highlights même, où justement, tu vas voir j'ai regardé avant l'émission, j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé. Et franchement, je te dis, j'ai des flashs de Fred Warner quand je vois jouer Buchanan jouer. C'est assez fou. Maintenant, j'ai parlé beaucoup de ses points forts. Il a aussi des points faibles. Je lui ai noté qu'il devait encore affiner ses déplacements en situation de couverture. Parce que s'il se déplaçait bien, à mon sens, son placement, il peut encore être perfectible. Souvent, il est un petit peu trop bas en dessous du receveur. Parfois, il peut être un petit peu trop haut. Parfois, il ne va pas être assez collé à lui. Donc, la fenêtre de passe, même si elle est compliquée, elle reste présente. Et encore plus avec des quarterbacks de niveau NFL. Donc, tu as de la progression encore à avoir sur un de ses points forts, sur lequel vraiment il est au-dessus de beaucoup d'autres dans la QV, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as encore de la progression avec lui. Tu n'as pas atteint son plein potentiel. J'ai noté qu'il doit progresser sur ses capacités de run stopper et en particulier, comme je te le disais tout à l'heure, sur sa capacité à se battre pour sortir des blocs quand le O-line a posé les mains sur lui, parce que pour le coup, là, il est vraiment en galère. C'est de la technique, même s'il n'est pas hyper lourd. Je pense que c'est plus technique qu'autre chose. Je lui ai noté que s'il possédait une bonne lecture, il doit être plus rapide sur ses prises de décision. En fait, que la décision qu'il prend elle soit bonne ou mauvaise, en fait, à un moment, choisit et exécute. Tu vois, parce que parfois, il bug un petit peu trop. Et je trouve ça dommage, surtout que la plupart du temps, il a le bon instinct et il a la bonne lecture. Donc, s'il l'a, mon gars, fais-toi confiance un petit peu plus et descends au jeu plus vite. Tu vois, quitte à faire une erreur, mais au moins ton erreur, tu l'auras faite à 100%.
Je lui ai noté un manque important de puissance, je trouve, qui se ressent notamment quand il est face à une équipe typée power run, tu vois, qui pilonne énormément au milieu de la ligne, avec des O-line très puissants, tu vois, des intérieur O-line très puissants qui vont monter directement sur lui. Je trouve qu'il souffre pas mal là-dessus, et donc, comme je le disais en introduction, ça pourrait être cool de le mettre à côté pour ses premières années d'un vrai Mike linebacker physique, tu vois, et vraiment orienté run-stop, c'est ça. Donc soit ça, soit avoir une D-line devant lui qui est costaud et qui est doué pour arrêter le run, parce que sinon, je pense que sur sa première année, peut-être même ses 2 premières années, il risque de souffrir un petit peu face à des intérieurs O-line NFL, tu vois, costauds comme ils sont et athlétiques comme ils sont. Et ensuite, je vais noter dernier point, une trop grosse propension en fait à vouloir attaquer le quarterback quand il est en zone. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est en zone, il voit le quarterback roll un petit peu ou commencer à essayer de chercher à s'échapper de la poche. Très vite, en fait, il a envie de descendre sur lui pour aller lui mettre un pet. Maintenant, j'ai écrit quand même que je sais pas si c'est une consigne de ses coachs ou si ça vient de lui, tu vois, mais en fait, quand il fait ça, quand il prend cette décision, bah, il a tendance à ouvrir des zones, tu vois, derrière lui. Le fait de descendre, ça agrandit la zone qu'il y a derrière lui. Et donc, en fait, le QB, il n'a plus qu'à lober la balle et à compléter. Mais comme je te dis, en fait, je l'ai tellement vu le faire. Il le fait tellement de fois de manière naturelle que je me demande si c'est pas une demande en fait de son coaching staff qui lui dit en gros, si tu vois le quarterback commencer à tortiller des fesses, vas-y, descends, tu vois. Et t'y vas. Donc soit je me dis que c'est eux qui lui ont demandé de faire ça, soit que eux, en tant que coach, ne lui ont jamais signifié que ça les dérangeait. Parce qu'en fait, sinon, tu le verrais pas le faire autant. Tu le ferais une fois, ton coach, il te met une sauce monumentale. 2 fois, ton coach, il te met une sauce monumentale. 3 fois, bah, le mec, au bout d'un moment, il va dire vas-y. Tu sors sur le bench. c'est sûr. Tu vois Donc, soit c'est l'un, soit c'est le coaching staff qui pousse Teddy à faire ça, soit le coaching staff lui a jamais dit que ça le dérangeait. Et en fait, bah, forcément, si tu dis jamais à un joueur que ça te dérange, bah, il va continuer. C'est qu'il n'y a pas de problème, en fait, tu vois. Exactement. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça vient de lui. Je sais pas, en fait, si c'est quelque chose que je peux lui imputer à lui ou plutôt à son coaching staff. Je pense qu'on n'est pas face à un mec débile. Comme tu dis, le mec, il est expérimenté. Je pense que tu fais ça 1 ou 2 fois. Ton coach, il te reprend de voler en disant arrête, le fais plus. Bah, le mec, il va pas continuer, tu vois. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je suis extrêmement fan de ce qu'il montre pour le coup. Ok. Et lui, tu l'annonces à peu près où alors? Moi, ma valeur, comme je t'ai dit, je l'ai tier 2. C'est-à-dire que oui, honnêtement, tu l'as dit au début, pardon. Mais vas-y, pardon. Je pense, là, tu vois, je te dis une connerie. Hein. Je suis GM à Washington. Si on arrive à trade down, à récupérer des assets sur le 2e jour, je pense que, honnêtement, fin de 2e, début 3e, je vais le chercher à Washington. Parce que justement, en fait, j'ai Frankie Louvou qui est déjà dans ma room. J'ai Bobby Wagner. Les deux, en fait, ils sont expérimentés. Les deux, ils sont vétérans. J'ai rien de son niveau à lui derrière. Et j'ai un Bobby Wagner qui est vieillissant. C'est-à-dire que, en fait, je peux partir en me disant écoute, vas-y, Bobby, il a encore 1 an ou 2 à me donner, où vraiment je l'aurais essoré. Buchanan, il est derrière, il va apprendre pendant 2 ans. Et en fait, quand Wagner se barre, je me retrouve avec une paire de linebackers, Frankie Louvou, Buchanan et Banco, tu vois. Même si à ce moment-là, le joueur aura 25 ans, en fait, pendant 2 joueurs, il aura quasiment pas joué. Il va me donner au moins 5, 6, 7 ans de très haut niveau. Pourquoi tu veux que j'ai plus? Le mec, à ce moment-là, il aura quoi? À la fin de son contrat rookie, il aura la trentaine. Tu peux encore leur signer 1 an ou 2. Tu sais, moi, ça me suffit, en fait. Le joueur te donne 7 ans, tu es dans la moyenne NFL, ça me va, tu vois. Surtout pour un choix que j'ai pris au 3e, tu vois. Tu lui donnes un peu d'argent pour son contrat, pour son premier gros contrat, et puis c'est réglé, quoi. C'est réglé. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Donc, c'est pour te dire à quel point moi, je suis fan du joueur. Je suis carrément prêt à aller chercher en début de 3e s'il est là, mais sans aucun problème. Et justement, le problème, c'est que vu que le mec a aucune hype autour de lui, tu vois son nom chuter très bas. Et je pense que ça n'arrivera pas le jour de la draft parce qu'il y a des GM qui sont très intelligents. Il y a des GM qui savent ce qu'ils font. Et en fait, je pense que si ce mec-là, il est encore disponible au début de Day 3, au 4e tour,
je le vois pas passer le 4e tour, tu vois, un Buchanan. Faudra voir ce qui reste sur le board, hein, parce que s'il y a aucun rush sur les LB, tu auras d'autres noms qui risquent de partir avant lui, même à ce moment-là. Hein. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, un Demetrius Knight, un Jay Higgins, un gars de chez toi, Barrett Carter. Je pense que tout ça, ça va partir avant, parce qu'ils jouent dans des facs avec un meilleur pédigré ou quoi. Mais tu as des coachs très intelligents qui ont d'autres besoins, qui vont le laisser tomber, et en fait, au moment où il faut, ils vont aller le prendre. J'en suis persuadé. Bien sûr, puis il suffit que les joueurs soient sortis avant, puis que tu l'avais, je dis une bêtise, 6 ou 7, et puis que les autres sont tous partis, bah, tu le prends, il est là, tu le prends, et puis c'est tout, quoi. Ah ouais, et on se retrouve un petit peu sur ce que je disais avec d'autres gars devant lui. Je pense très honnêtement que si Buchanan, il avait 21 ans, ou s'il avait joué en sec, on n'en parlerait pas de la même manière. Ouais. Je pense qu'on en parlerait vraiment, vraiment, vraiment pas de la même manière. Et moi, je te dis, c'est pour moi, il a l'étiquette sleeper qui est posée à côté de lui, où en fait, c'est vraiment un mec que tu vas aller chercher au 3e jour. Et dans 1 an, il sera titulaire et il va commencer à faire des stats de malade, tu vois. On peut dire que c'est presque ton Dominique Pouni de l'année dernière. Quoique tu le voyais plus bas, Dominique Pouni, je veux dire, tu le voyais plus bas. Je dis une bêtise. Tu le voyais plus bas. Mais je le voyais plus bas, mais j'étais quand même assez fan et je le voyais plus bas parce que, en fait, un peu pour les mêmes raisons. Tu vois, le mec était âgé, il jouait à Kansas, il jouait tackle alors que je le voyais guard. Mais ouais, j'ai vraiment ce feeling-là que j'ai de temps en temps, tu vois. Ouais, vraiment, Dominique Puni, Jamari Salier, que j'avais à l'époque, pareil. Où je sais que le joueur, il va tomber, mais je sais que le mec a des qualités, en fait, et ça m'emmerde. Et j'espère que Washington va aller le chercher, parce que j'ai vu qu'on avait eu une visite en plus avec lui. Franchement, je suis fan. Et ce que tu disais, toi, sur ton live mock draft là, avec Elvin, je suis en Borat, tu vois, si on le récupère. Si on le récupère au début du 3e jour, je suis en hélicolyte, clairement. Parfait. Eh ben, on va conclure cet épisode-là, Ryan, et on va conclure la série avec toi au niveau des prospects que tu scoutes pour cette replay. Mais avant toute chose, je voulais pas te laisser sans ça, Ryan. Je vais te donner 3 chouchous et tu vas me dire lequel tu as préféré scouter. Je vais te donner Ty Robinson de Nebraska. Bien sûr, je ne vais pas te donner les plus hauts, hein, mais tes chouchous vraiment. Je sais que Ty Robinson, c'en est un. Je sais que London Jackson, le edge d'Arkansas. Et je vais te donner donc Teddy Buchanan, le linebacker. Lequel tu as préféré drafter sur ces prospects aujourd'hui? Lequel je préférais drafter ou lequel j'ai préféré scouter? Lequel tu as préféré scouter? Pardon, ma phrase est très mal prononcée. Lequel tu as préféré regarder jouer? Je ne vais pas dire surprise, parce que Ty Robinson, c'est une grande surprise aussi pour toi, mais celui que tu as vraiment préféré. Alors, celui que j'ai vraiment préféré, je te dirais Buchanan. Celui que j'ai préféré scouter, je pense que c'est Ty Robinson. Ouais, d'accord. Après, le problème, c'est que justement, je suis biaisé dans le sens où Landon Jackson, j'avais déjà fait la grosse partie de mes recherches. En fait, je l'avais déjà faite l'année dernière. Tu vois. Mais je pensais que tu allais me dire Landon Jackson parce que tu le connais depuis plus longtemps et tout ça. Je pensais que tu allais me dire lui. Mais ouais, mais justement, il y avait moins ce côté. En fait, le problème avec Landon Jackson, c'est que vu que je le connais depuis plus longtemps, j'avais déjà ses forces et ses faiblesses. Et en fait, j'attendais vraiment de lui. Il me semble qu'on en avait parlé sur l'épisode. Je voulais voir une progression au niveau de son explosivité. J'attendais que ça de lui. Et vu que je ne l'ai pas eu, en fait, ça a été limite même plutôt une déception. Alors que pourtant, le niveau du joueur, il est incroyable et que je l'adore. Hein. Mais j'étais déçu de voir qu'il n'avait pas progressé sur son explosivité, parce que sinon, j'aurais pu le foutre premier tour. Et pareil, j'aurais été en Borat. Les gens m'auraient dit quoi premier tour? Je leur ai dit, mais gros, tu connais rien, tu vois. Et en fait, j'étais déçu de ne pas avoir cette explosivité-là, malgré le fait que le joueur il soit extraordinaire. Le joueur que je préférerais en termes de talent là tout de suite, et parce que comme je te dis, c'est un poste qui est hyper important et tout, je pense que ce serait Buchanan. Mais justement, en termes d'explosivité, de ce qui renvoie à l'écran, de flash, tu vois, de talent, où vraiment Ty Robinson, j'étais posé, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est qui c'est celui-là? Qui c'est? C'est quoi ce bordel? Tu vois, Teddy Buchanan, t'as pas ça, vu que le mec, il est un peu moins dans. C'est con, hein, mais un linebacker, t'as moins ça, un inside linebacker. Tu sais, il est plus là pour rattraper les erreurs, faire beaucoup de plaquages, être là au moment où il faut. Donc, ouais, t'as un moment dans la tape où Buchanan, je sais plus, je crois, je le vois,
à un moment, il punch la balle où tu te dis, oh putain, le salaud, il est bon, tu vois. Il crée un fumble comme ça. Un autre où il part, il fait une super bonne cover, tu te dis, putain, solide. Et hop, il te sort un pic et tu te dis, ah ouais, non, fort, fort. Ouais. Robinson, c'est pas ça. C'est que le mec, jeu après jeu, il te perce la ligne, il te pancake un O-line, il t'attrape un running, il te le monte en l'air. Un jeu, t'as 2 O-line qui arrivent sur lui, il te prend les deux, il te les jette et t'as le linebacker qui passe à côté de lui qui fait le plaquage. Et tu te dis, mais bordel de merde, mais c'est qui ce mec? Pourquoi on n'en parle pas comme un premier tour? Tu vois? Ok. Donc je pense que vraiment, celui que j'ai préféré scout, je pense, c'est Ty Robinson. Eh ben, c'est la bonne surprise. On verra quel jour il sera drafté, mais c'est la belle surprise. Moi, je l'ai regardé parce que, bien sûr, tu nous as donné quelques infos, puis on en parle un peu en off. Et vraiment, je l'ai vraiment adoré. De toute façon, Ladon Jackson, j'adore aussi. Et même si on reach un peu pour aller le chercher en 31e, je serais heureux comme un pape d'aller le chercher. Donc voilà, c'est le cas de le dire. Mais l'épisode sortira 2 jours avant la draft, Ryan, et on y est, on se rapproche. Tout simplement, je te dis encore merci, encore une fois, d'avoir fait les épisodes avec moi. C'est toujours un plaisir. Et je sais que tu as énormément de boulot et de prendre le temps de venir, entre les scootings et tout ça, de venir nous voir, faire ces petites pastilles avec nous. C'est toujours, oui, c'est pas des grosses pastilles, ça dure, encore celle-là, je crois que c'est la plus longue. Mais franchement, merci à tous, merci à toi, Ryan, et merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à donner de la force à TTP, The Trick Play. Vraiment, le soir de la draft, allez être un maximum sur leur live. Même si vous passez, même si vous restez pas, un petit bonjour, tout ça, ça fait toujours chaud au cœur. Et franchement, bravo encore pour tout le taf que vous faites avec Val. Et à tous ceux qui font les visuels. Alors, je crois que c'est Robin qui s'occupe des visuels et tout ça. Ouais, j'ai Robin qui s'occupe des visuels sur le site et Axel de Vikings France qui me fait les visuels. T'as vu, au moment où je poste l'article sur X, j'ai des visuels qui sont différents. Ceux-là, c'est Axel qui me les fait. Ouais. Ok, donc bravo à Axel, bravo à Rob pour tout le boulot, pour le site internet et tout ça. Franchement, la bande de TTP, magnifique, encore un magnifique boulot. Et magnifique boulot sur toute la saison en plus, qui nous ont fait vivre encore cette année. Donc les gars, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à leur donner de la force ce soir de la draft. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao Ryan et merci pour tout. Ciao Joe, merci à vous, merci pour l'invite. Merci. C'est trop tôt, vas-y, finis ta phrase Ryan, pardon. non, je disais juste ciao à tout le monde. Merci à vous de nous avoir invités encore cette année. Et merci justement, comme tu le disais, à tous les gens qui nous écoutent, qui nous envoient de la force, qui lisent les articles. Parce que justement, on voit les chiffres, on voit l'amour que vous pouvez nous apporter. Donc merci de ouf. Merci de ouf. Et je t'ai dit, c'est à nous de vous remercier plus que l'inverse. Ok, c'est super. Merci, ciao tout le monde. Et ce coup-ci, c'est bien maintenant le jingle. Que Dieu vous garde.